Bonsoir les amis, bienvenue dans le club. Ravi de vous retrouver une fois encore pour cette soirée ramadanesque et footballistique pour m'accompagner ce soir. Amine Rahmouni, bonsoir Amine. Bonsoir Jalal, bonsoir chers amis. Reda Alali, bonsoir Reda. Ça va être un grand plaisir que je vous salue ce soir les amis. Ça va, ça s'est bien passé ce tour Magnifique. Nous sommes prêts à analyser glorieusement tout ce que tu nous proposeras. Bah oui, bien sûr. En tout cas, vous avez été payé avant la fin du mois, en tout cas, et en nature. Non, mais cette semaine a été mieux gérée que la semaine dernière. Voilà, exactement. Donc on est plus le punchy pic de forme ce soir. arrive, le pic de forme. Le pic de forme, c'est maintenant. Et de toute façon, on en a besoin de ce pic de forme, puisque, bien sûr, le sujet ce soir, on va le consacrer, bien entendu, et pas besoin de sommaire pour ce numéro, qu'on va presque consacrer entièrement au sacre du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions. Et avant toute chose, ça. Voilà. Et preuve que dans le club, en tout cas, ceux qui préparent cette émission, je parle d'Abdallah Jaafari, de moi-même, on est très fair-play, on n'est pas rancunier. Le Real qui gagne, on célèbre le Real, on consacre une émission presque. Tu n'avais pas beaucoup de choix non plus. Ah, comment ? Pas beaucoup de choix non plus. On n'a pas beaucoup de choix, mais allez, on commence par un clip, par la chanson de Redouane. Non, mais c'est bien parce que moi j'étais un peu dans la même situation, mais moi j'avais enfin j'étais partagé en deux choses. La première, c'est que j'aime beaucoup Zidane en tant que joueur. Ouais. Donc j'étais très content qu'il gagne. Et puis ça allait peut-être même lancer un débat sur sa capacité d'entraîner, parce qu'en 18 mois, on en parlera plus tard. Mais ma plus grande hantise quand le Real a gagné, c'était quoi ? Fred Hermel. On va se taper du Fred Hermel tout le mois de juin. On va se taper du Fred Hermel le mois de juillet sur les réseaux sociaux. J'ai même peur qu'il m'appelle au téléphone ce mois pendant le mois d'août. Effectivement, c'était ça aussi, moi, D'ailleurs, on s'est parlé. Exactement. Et on va en manger du Fred Hermel, et ça va commencer par ce soir, Reda. Oui, il y a des compétitions qui parfois sacrent par surprise des équipes, parfois les sacrent par défaut, parfois par, je cherche un mot, reflat, c'est-à-dire voilà, on profite d'un moment de faiblesse des autres et on s'impose. Cette année, ce n'est pas du tout le cas. Le Real est un très beau champion d'Europe, logique. Et vraiment, c'était inscrit dans cette fin de saison qui était prodigieuse. Donc, félicitations au Real. Voilà, et pour commencer. Hermel, c'est-à-dire que tu n'as pas eu une appréhension, même 30 secondes par rapport au. Je fais des efforts pour regarder le Real sans penser à Fred Hermel. Donc, s'il te plaît, laisse-moi comme ça. De toute façon, tu n'as pas besoin de penser à Fred Hermel. On va l'avoir dans quelques instants. En tout cas, la planète football. D'ailleurs, je l'attendais, moi, sur le podium avec les joueurs. Comment ? Il n'était pas sur le podium, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'imaginais soulever la coupe avant Ramos. avant Ramos. La planète football qui a donc célébré les rois du Real, paré de cette 12e couronne en Ligue des Champions. Inutile de vous dire, mes amis, que c'est un record absolu. En Espagne, par exemple, Marca, qui est un journal pro-Real et qui glorifie les maîtres carrément de l'univers. El Mundo Deportivo, qui lui, c'est le journal, le quotidien, l'un des deux quotidiens catalan du Barça, le grand rival, donc Barcelone, salue pas le Real, mais un Zidane historique qui est entré dans la légende de l'épreuve reine. Personne depuis Arrigo Sacchi, stratège de l'AC Milan, n'avait gagné 2 fois consécutivement cette Ligue des Champions. Et depuis l'inauguration de l'ère moderne de cette compétition, la Ligue des Champions, aucun club n'y était parvenu. On regarde le sujet, on en débat juste après. Real Madrid, 3 titres en 4 ans. Le Real Madrid est en train de rendre normal l'extraordinaire.
Alors que tous les ambitieux d'Europe s'arment à grand renfort de millions d'euros pour tenter de conquérir cette coupe aux grandes oreilles, lui continue de dominer la meute de la tête et des épaules. Cela fait donc 7 saisons consécutives que les Madrilènes atteignent au moins les demi-finales de l'épreuve et, face à une Juventus de Turin progressivement dépassée samedi par la maîtrise collective du Real de Zizou, ils ont conquis la 12e Ligue des Champions de leur histoire, autant que ses 2 premiers poursuivants réunis, le Milan AC et le FC Barcelone. Le Real a pourtant perdu cette saison le titre de club ayant le plus de revenus au monde. Cela faisait 11 ans que la Maison-Blanche confisquait ce statut. Elle a été détrônée par Manchester United. Et sportivement, la Juventus Turin semblait la plus à même de disputer au Real son leadership européen. N'a-t-elle pas balayé en quart de finale le grand rival barcelonais avant de sanctionner la jeunesse et l'enthousiasme de Monaco? Les Madrilènes ont impressionné par leur maîtrise collective, leur qualité technique, leur sang-froid à toute épreuve. Cette sérénité est à mettre au crédit de la légende madrilène Zinedine Zidane, ancien joueur de génie devenu entraîneur à qui tout réussit. À seulement 44 ans et en une saison et demie, il a apporté au Real 2 Coupes d'Europe et un titre de champion d'Espagne qui le fuyait depuis 5 ans. Pendant le match, Zizou était tranquille, comme d'hab, calme, serein, comme il l'est toujours. Je ne vais pas dire que je suis vraiment bon parce qu'avant j'étais censé être mauvais et maintenant je suis censé être le meilleur. J'aime le foot, j'ai la chance d'être dans ce club avec cette grande équipe. Je ne vais pas confirmer que je vais rester ici toute ma vie, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai apprécié tout ce que nous avons fait et c'est tout. Ce soir, nous étions vraiment forts et nous pouvons dire que nous méritions de gagner la Liga et la Ligue des Champions. Un entraîneur respecté, des joueurs au sommet de leur art, une interdiction de recrutement finalement levée et une star, Cristiano Ronaldo, qui, critiqué, accusé d'avoir trop vieilli, d'avoir trop gagné, a inscrit un doublé face à la Juve et sans doute d'ores et déjà gagné le 5e ballon d'or de sa carrière après 2008, 2013, 2014 et 2016. On a très bien joué, j'ai très bien terminé l'année, je suis très heureux. On est la première équipe depuis longtemps à remporter la Ligue des Champions 2 fois d'affilée. J'ai marqué 12 buts, je suis très heureux. Ça fait depuis 1958 que ce n'est pas arrivé de gagner la Liga et la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on est très content au niveau collectif mais aussi individuel parce que marquer un doublé en finale, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Premier homme à avoir atteint la barre mythique des 100 buts en C1, Ronaldo en compte désormais 106 dans l'épreuve reine, alors que Léo Messi n'en a que 94. À Cardiff, l'homme record a atteint la barre des 600 buts dans sa carrière professionnelle. Voilà, donc après Cristiano Ronaldo et comme vous l'avez tant réclamé, quelqu'un qui a aussi la victoire un peu humble, c'est notre ami Fred Hermel, notre consultant pour le football espagnol et consultant pour le Real Madrid. Et comme tu le disais tout à l'heure, on va beaucoup l'entendre. Fred, donc pas seulement cette saison, mais je pense que pour longtemps encore, Amine, je voudrais bien te rassurer, mais c'est mal parti. Moi qui me foute la paix juste pendant mes vacances. Voilà, après pendant tes vacances, il va te laisser tranquille. En tout cas, avant les vacances, avant ses vacances à lui et nos vacances, quand lui sera en vacances, on va retrouver Fred qui revient d'abord sur cette 12e étoile du Real. Fred, c'est à toi. Bonsoir les amis, content de vous retrouver. Et oui, le Real Madrid est champion d'Europe pour la 12e fois. 12e fois de son histoire. C'est absolument fabuleux ce qu'ont réussi Zidane et ses joueurs. Mais finalement, c'est assez logique. Cette victoire face à la Juve, ce nouveau titre conquis un an après celui gagné à Milan la saison dernière, montre que le Real Madrid a vraiment bien fait les choses, que Zidane a fait une planification de saison exceptionnelle. Et finalement, cette victoire n'est que le résultat, que la conséquence logique d'un travail qui a été extrêmement bien fait. Zidane a fait beaucoup de rotations, beaucoup de turnover cette saison. Il a fait reposer des joueurs essentiels comme, bien entendu, c'est le plus bel exemple, Cristiano Ronaldo. Il a recruté un préparateur physique italien de très haut niveau, Antonio Pintus, et ça s'est vu contre la Juve que le Real a vraiment terminé très bien physiquement cette saison et a fortiori le match contre la Juventus. Voilà.
Zidane s'est installé comme un immense entraîneur parce qu'il avait gagné la Liga, mais aussi parce qu'il est le premier de l'histoire dans le format de la Ligue des Champions à conserver son titre en Europe. Rien à dire, c'est la logique qui a été respectée. Et je continue de penser que la vraie finale, c'était pas samedi, c'était en quart de finale justement, surtout le quart de finale retour contre le Bayern Munich de Carlo Ancelotti, parce que là, le match avait été absolument sublime. Et le Bayern est la seule équipe qui en Europe a vraiment pu déranger le Real de Zidane cette saison. Voilà, le Real, plus que vainqueur logique, franchement, c'est l'équipe qui a le plus impressionné. L'année dernière, on parlait d'un parcours plutôt facile, Wolfsburg, ils avaient eu, je ne sais plus quel club en demi-finale. Cette année, ils se sont quand même tapé quelques gros morceaux. Le Bayern de Munich en quart de finale, l'Atlético Madrid en demi, et puis la Juve en finale. Oui, enfin, ce que dit Hermel est tout à fait justifié. Effectivement, c'est un parcours brillant. Et la vraie finale était contre ce match retour contre le Bayern, avec toutes les péripéties qu'on a connues, donc les erreurs d'arbitrage, les retournements de situation. Maintenant, je ne vois pas ce qui est analysé dans ce Real-là, était un très beau champion et a marché, notamment pendant une bonne heure sur cette équipe de Juventus. Donc oui, je pense que le vrai débat qui a à se poser maintenant, c'est comment faire pour pérenniser le tout, parce que la saison prochaine commence. Zidane, l'apport de véritablement Zidane, parce qu'il faudra bien clore ce sujet un jour. Il y a encore des gens qui reviennent aujourd'hui sur ce que Zidane a fait au Real. Maintenant, sur cette finale pure, 4-1, que voulez-vous dire de plus? Fred Hermel, je pense, qu'a très bien résumé la chose. Il le fait très bien depuis 3 mois, il suit très bien les choses. Maintenant, oui, ça fait un beau champion. Maintenant, ce que Zidane pourra faire, ce que Guardiola a fait, à savoir monter une équipe qui marchera sur l'Europe pendant 4-5 ans, ça, je pense que l'avenir le dira. Bah écoute, ça a déjà commencé, puisque c'est un Real qui effectivement domine depuis 3 ans. Et il y a quelque chose aussi, il y a la dimension un peu... Mais on sent la domination cette année physique, encore. Une domination physique déjà. Parce que s'ils surclassent leurs adversaires, soit en prolongation comme le Bayern, soit dans les fins de match via Ramos, soit en deuxième mi-temps ce week-end contre la Juve. Voilà, il y a quelque chose de physique dont on n'a peut-être pas saisi la mesure dès le début et qu'il faut aujourd'hui analyser. Alors on va parler de Pintus, le fameux préparateur physique. On va parler du Comorien dont j'ai oublié le nom, qui est un mystère dans le staff du Real. Ahmadou, je pense. Oui, voilà, exactement. Qui a une fonction assez étrange de remettre en forme les joueurs. Mais il est clair que quand on regarde les fins de match du Real, les courses de Marcelo, les coups de casque de Ramos, la précision clinique de Modric et de Ronaldo. Voilà. On est dans une victoire qui est très différente de ce qu'ont fait les Galactiques de Zidane. Très, très différente. Qui était vraiment une équipe... on a moins de... Il y a une star, il n'y a pas de galactique, il y a un galactique, et il y a une énorme cohésion, une abnégation, et une véritable force collective et une puissance physique qui sont nouvelles dans l'ADN de cette équipe. Voilà, c'est comme ça que je vois cette victoire. On a eu beau présenter leurs adversaires comme des cadors, et ils le sont. La Juve est un cador. L'Atlético en est un autre, le Bayern en est un autre. Même, tu parles d'erreurs d'arbitrage, oui, mais en même temps, il y a eu une véritable domination. Et tous ces obstacles ont été passés, pas dans la facilité systématiquement, mais dans la logique. Voilà, c'était la meilleure équipe qui a gagné à chaque fois. C'est ce qui revient aujourd'hui dans les analyses de tous ceux qui suivent cette équipe de près, c'est que contrairement à d'autres années, c'est une équipe qui est parfaitement équilibrée. Oui. Mais vraiment très bien équilibrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on disait au moment Keylor Navas, est-ce que c'est un gardien quel niveau? Incroyable, il a été exceptionnel. Incroyable Navas en 2000. Et en finale, la première action, ça change tout. Effectivement, l'arrêt qu'il fait sur Pjanic change tout, effectivement. Les latéraux, on parle peut-être aujourd'hui actuellement des 2 meilleurs latéraux du monde, donc Carvajal ou Marcelo, qui a un apport offensif incroyable. Même la charnière centrale est très bonne. Chez Kroos, c'est formidable à avoir joué. Et puis, un peu à la mode qui était en général qui pourrissait un peu le vestiaire du Real, qui était chaque année de prendre la star montante de l'Europe. Voilà, la dernière qu'ils ont pris, je crois que c'est James à la Hollande de la Coupe du Monde et qui finalement n'a pas réussi. Mais pour le reste, c'est beaucoup de continuité. C'est Bale qui n'a pas été déterminant cette année. Mais qui n'ont pas hésité aujourd'hui à mettre de côté quand il faut le mettre de côté, parfaitement remplacé par Isco. Donc voilà, je pense que le challenge, même pas le challenge, la véritable réussite et l'apport de Zidane, ça a été surtout ça. C'est de stabiliser son équipe, de l'équilibrer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui ressort le plus, de replacer Ronaldo. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire veut que quand les joueurs vieillissent, ils descendent un peu plus bas pour toucher plus de ballons, alors que lui, il a réussi à le placer dans un rôle central pour justement ne pas avoir de déperdition et être lucide. Et ce que dirait d'être très juste sur le physique, cette équipe est certainement l'équipe
qui finit le mieux ses matchs dans toute la compétition. Quand tu regardes le but de Ronaldo, ça fait un très beau champion. Regarde le but de Ronaldo sur le débordement de Modric. Alors il y a beaucoup de techniques. Modric déborde sur la droite, centre en retrait parfaitement. Mais la récupération de Modric. À chaque fois, il y a un coup de rein supplémentaire. À chaque fois, il y a un coup de rein supplémentaire qui permet à la technique de s'exprimer. Voilà, bien sûr. Oui, non, mais évidemment. Mais il y a un coup de rein qui. Il y a le démarrage sur le. On connaît tous, même à notre niveau misérable. Non, mais c'est vrai. Des joueurs surdoués, des vraies manières de ballon, mais en même temps, si tu n'es pas capable de t'extraire du marquage, d'avoir le coup de rein pour sortir une fois que tu as dribblé, eh ben, tu restes bloqué. Parfait, même quand il reprend du pied droit, la manière avec la cheville pour la mettre. Enfin, on ne va pas disséquer ça, on n'est pas les techniciens. Mais à ce niveau-là, effectivement, c'est. Comment tu appelles ça, l'alignement des astres? Oui. Ben voilà, je crois que tout est aligné aujourd'hui pour faire cette équipe-là la meilleure d'Europe et de très très loin. J'aimerais bien aussi qu'on parle de quelqu'un dont on ne parle pas souvent de ce Real Madrid, mais il a un rôle un peu ingrat, c'est Karim Benzema. Et Karim Benzema, le mal-aimé, pas au Real Madrid, parce que là, avec le repositionnement de Ronaldo à la pointe de l'attaque, son rôle est prépondérant et à chaque fois, Zinedine Zidane et ses coéquipiers saluent le travail qu'on ne voit pas beaucoup. Parce qu'ils savent que dans une autre équipe, là, avec humilité, c'est ce qui casse un peu avec l'image qu'on peut avoir de lui, en particulier en France. Avec humilité, il se met au service de Ronaldo. Voilà. Il se met au service de Ronaldo. En même temps, il est au Real Madrid et il se met au service de qui? De Ronaldo. C'est facile, mais quelque part, ils ont tous un ego, ces joueurs. Bale ne l'a pas fait. Voilà. Est-ce que Bale peut le faire déjà? Dans toutes les autres équipes, peut-être, à part le Barça, parce qu'il y a un Messi, toutes les autres équipes, il serait à la pointe de l'attaque star et il marquerait peut-être 10 ou 15 buts de plus par match parce qu'il serait récepteur des centres qu'il adresse, voilà, au lieu de les adresser. Donc, ils se sentent obligés, un peu tout le staff du Real, effectivement, de glorifier son action parce qu'elle est un peu plongée dans l'ombre, mais qu'elle est éminemment utile. Et n'oublions pas, pour parler de lumière, ce phénoménal débordement en demi-finale contre l'Atlético qui a donné des sueurs froides à Deschamps. Le débordement de la gauche. On oublie juste une chose aussi quand on suit la carrière Benzema, c'est quand il commence son parcours footballistique à Lyon. Il ne commence jamais en tant qu'avant-centre. Il n'a jamais véritablement été avant-centre. Il a été replacé qu'au Real. À Lyon, il était excentré un petit peu sur l'aile parce que c'était Lisandro Lopez, si je ne m'abuse, qui était avant-centre. Donc aujourd'hui, on a quand même l'impression que Benzema retrouve un peu un rôle qu'il avait. Tu te rappelles de Carou? Oui, John Carou, effectivement. Norvégien. Donc Benzema retrouve un petit peu le. Mais maintenant, et encore une fois, ça, je pense qu'on peut le mettre à l'actif de. C'est pour ça que je trouve qu'un Zidane, au-delà de son simple apport technico-tactique, enfin bon, bref, je pense qu'il a aujourd'hui une capacité de fédérer et de mener ses hommes qui est hors pair parce qu'il a été joueur. Donc je pense aussi que ces joueurs lui doivent et lui font montre d'un respect qui le montreront moins un joueur qui n'a pas été du calibre de Zidane. Donc c'est ça aussi, là où Zidane pourra réussir, il réussira certainement. Guardiola était un bon joueur, il a pu aussi avoir le respect de ses joueurs. Et c'est là où la chose qui aidera peut-être Zidane, on ne sait pas, l'avenir le dira, à faire cette équipe-là, peut-être l'une des plus grandes après celle de Barcelone de Guardiola. En tout cas, si beaucoup doutaient de ses capacités justement, Zinedine Zidane à gérer un club du calibre du Real Madrid, pour, rappelons-le, quand même une première expérience sur un banc de touche d'une équipe professionnelle. Zidane, on peut le dire ce soir, en tout cas même déjà samedi soir, a mis tout le monde d'accord à Cardiff. La carrière du coach, donc de l'ex-meneur des Jeux des Bleus et du Real Madrid, pourtant météorique. Il n'y a que 18 mois, mes amis. Le 4 janvier 2016. Que 18 2016. mois qu'il a été intronisé en catastrophe. 4 janvier 2016. 4 janvier 2016, entraîneur du Real Madrid. Son premier poste donc à la tête d'une formation professionnelle depuis Zizou a apporté au Real Madrid, tenez-vous bien mes amis, 2 Ligues des Champions et un titre de champion d'Espagne, un titre de champion d'Espagne. Des petites choses satellitaires autour. Hein. Exactement, mais il a perdu qu'un seul trophée, c'est la Coupe d'Espagne cette année. La Coupe Vigo. La Coupe d'Espagne. En tout cas, il a été champion d'Espagne, un titre qui fuyait le Real Madrid depuis 5 ans. C'est tout simplement bluffant. Retour à Madrid et à Fred Hermel. Oui, je suis d'accord parce que c'est vrai que cette victoire en Ligue des Champions et en Liga, cette saison exceptionnelle. Il faut quand même rappeler que le Real Madrid n'a pas fait le doublé Coupe d'Europe, Liga depuis 1958, ce qui est quand même absolument extraordinaire. On sent bien que cette victoire, c'est aussi la réussite d'un duo, je dirais même d'un couple. D'un côté, l'entraîneur Zinedine Zidane, qui avait des idées très claires sur ce qu'il voulait faire cette saison, et de l'autre, Cristiano Ronaldo, qui a compris, qui a écouté les conseils de Zidane. Zizou m'avait dit au mois d'août, je viens de voir Cristiano Ronaldo et je lui ai dit 2 choses. Si tu me fais confiance, si tu acceptes de te reposer, de ne pas jouer tous les matchs,
tu vas avoir 2 belles conséquences dans ta vie. Tu vas finir la saison en trompe d'un point de vue physique et tu vas prolonger ta carrière de footballeur. Ça a été un petit peu compliqué pour Cristiano Ronaldo d'accepter de ne pas lutter pour le Pichichi, c'est-à-dire le prix le trophée du meilleur buteur de la saison, qui est revenu finalement à son rival Lionel Messi du FC Barcelone. Mais quand on voit la quantité astronomique de buts et dont ce doublé en finale de la Ligue des Champions samedi contre l'Injuve qu'a inscrit Cristiano Ronaldo, on se rend compte qu'il y a eu raison d'écouter Zidane. Donc c'est la victoire de Zidane et la victoire de Cristiano Ronaldo que cette nouvelle Ligue des Champions dans le musée du Santiago Bernabéu. Voilà, donc Zidane et son rapport avec Cristiano Ronaldo, c'est ça ce qui est exceptionnel. Juste, on en parlait à l'instant. Bah oui, le repositionnement son repositionnement et le fait qu'il accepte de ne pas jouer tous les matchs. Sur les 38 journées de Liga, il n'a débuté que 28 matchs. C'est du jamais vu depuis qu'il est là au Real. C'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui que Ronaldo est un homme de record. Donc c'est un joueur qui doit jouer le plus de matchs pour pouvoir marquer le plus de buts. On va rappeler que Ronaldo n'est pas seul et qu'il a en face de lui un miroir, sur un effet miroir, qui est Messi. Qui aurait peut-être gagné à s'économiser aussi. Il suffit d'analyser le discours de Ronaldo après la finale pour voir que le bonhomme, comme tu l'as dit, homme de record, ses chiffres, ses stats, ses ballons d'or, nombre de buts, etc. C'est très important pour lui. Voilà, Zidane a réussi à le recadrer, à le mettre au service de l'équipe. Maintenant, moi, j'ai quand même une frustration vis-à-vis de Zidane. Je suis désolé, dans ce concert de louanges. Moi, j'ai une frustration. Moi, je voudrais bien que Zidane, un jour, nous parle de foot. Voilà, un jour, qu'il nous explique le football tel qu'il le voit. Mais pourquoi faire ? Pardon ? Il n'a pas besoin de parler, tu n'as qu'à regarder les matchs du Real. Non, c'est un langage aussi. Est-ce que tu as déjà lu des interviews de gens et tu l'as fait, et tu vas me répondre oui évidemment, qui t'expliquent de l'intérieur comment ils ont construit leur équipe, pourquoi ils ont fait tel ou tel choix, dans quelle mesure ils améliorent les choses, comment ils rééquilibrent, comment ils font leurs changements. C'est très intéressant. Reda, si tu prends, et là dans cette situation particulière, celle de Zidane, effectivement, il a succédé il ne dit rien. C'est quelqu'un qui il ne a dit rien. succédé à qui ? À Rafa Benitez. C'est un scientifique du football. C'est un gars qui calcule tout, le positionnement au centimètre près des joueurs. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que doit faire un entraîneur ? Faire gagner son équipe. Faire gagner son équipe. C'est ce qu'a fait Zidane. C'est ce qu'a pas fait Rafa Benitez. Moi, je ne compare pas Rafa Benitez à Zidane. Moi, ce que je dis, c'est la chose suivante. On ne les compare pas, mais c'est deux profils diamétralement opposés. Je dis la chose suivante. Une des raisons pour lesquelles Zidane avait au début un doute qui planait sur ses compétences, c'est que Zidane, devant un micro, est un robinet d'eau tiède. Ouais. C'est pas faire injure à ses compétences de le dire. Ouais. Voilà. Est-ce que moi, en tant que fan de foot, fan de Zidane le joueur, et admiratif devant le travail qui a été accompli, je voudrais bien, ça me regarde, il peut ne pas le faire, je voudrais bien. Non, mais ça n'a rien à voir avec les résultats. Mais la question, est-ce que ce robinet d'eau tiède, est-ce que ce n'est pas la température qui convient le plus Non, je suis convaincu que c'est aux joueurs de foot. Non, je pense qu'en interne, il montre autre chose. Il fait partie de... Je suis convaincu que non. Je suis convaincu que tu peux pas mobiliser une équipe, tu peux pas être un leader. Il y avait toujours un décalage entre ce qu'on voyait de Zidane et ce que racontaient les gens qui le côtoyaient vraiment. Voilà. C'est quelqu'un à qui on a beaucoup reproché d'être en dedans, timide, de se perdre en publicité, de ne jamais rien dire, de ne pas prendre position, de ne pas monter au créneau, de ne pas défendre ses coéquipiers. C'est des choses qui traînaient dans France 98. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise en Espagne qu'en France. Aujourd'hui, en interne, on découvrait un autre personnage. Et parce qu'on n'est pas non plus complètement têtu, on se dit, on a tort. On aimerait bien voir ce deuxième Zidane, mais juste parce qu'on aime le foot et parce qu'on aime bien avoir l'envers du décor et savoir comment concrètement il a fabriqué ce qu'on a vu sans malheureusement avoir les explications qui vont avec. Ce que font d'autres entraîneurs, peut-être qui ont gagné moins de titres, comme Bielsa le fait très bien, Guardiola, Saki, sont des gens qui expliquent bien le foot et j'aimerais bien que Zidane... théoricien du foot, il n'est pas forcément... même sans être théoricien. En tout cas, Reda, dans le foot, comme dans la vie, on a besoin de toutes sortes de profils. Oui. Un Mourinho, un Benitez et un Zidane. Restez avec nous les amis, on va se retrouver dans un très court instant pour la seconde partie du club. À tout de suite. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette seconde partie du club. C'était prévu, comme c'est écrit sur le conducteur de l'émission, de parler de Ronaldo, mais ils ne sont pas d'accord, mes chroniqueurs, et comme c'est Ramadan et comme ils étaient super sympas et super bons dans cette première partie de l'émission, alors
On zappe Ronaldo, on ne va pas parler de ses 106 buts cette année. Tu nous as livré en pâture aux réseaux sociaux. C'est 106 buts cette année, record absolu. Et ce boulevard qui se dresse devant Ronaldo pour un 5e ballon d'or, c'est un record aussi qu'il va égaler, où il va partager. D'ailleurs, il a annoncé un jour, un soir, lors de la remise du ballon d'or, son rêve, c'est d'atteindre Lionel Messi, de rejoindre Lionel Messi et de gagner son 5e ballon d'or. Tout ça, on n'en parle pas. Non, ça y est, vous avez dit qu'on n'en parle pas. Ce qui est marrant, tu viens de faire 2 minutes 30 sur un sujet dont on ne veut pas parler. Voilà, exactement. Il a tout dit. Non, c'est du talent. Non, j'ai passé 2 minutes 30 pour dire qu'on ne va pas parler de ce sujet que j'ai évoqué pendant 2 minutes 30. En même temps, c'est qui conduit cette émission. Sérieusement, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu veux dire de plus que Ronaldo, qui n'a déjà été dit et qui n'a déjà été démontré? C'est un extraterrestre. Merci, le ballon d'or, 5e. On arrête. Mais une seule phrase, moi je ne reconnais pas le ballon d'or. Oui, ça, on le sait bien. Mais bon, mais aujourd'hui, je vais le dire à chaque fois. Mais tu peux reconnaître aujourd'hui que c'est un des plus grands, voire peut-être le plus grand attaquant du monde actuellement. Oui, le plus prolifique, le plus décisif, le plus beau, le plus fort, le plus grand, le plus riche, le plus talentueux, le plus musclé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Vous vous souvenez de sa fameuse déclaration, la déclaration de Ronaldo sur le mas guapo, le mas rico, du football, le plus riche, le plus beau. Je peux te faire une confidence. C'est juste par pure jalousie que Reda et moi, Reda pour les cheveux et moi pour l'embonpoint, qu'on ne va pas parler de Ronaldo. On va passer à autre chose. C'est pour ça que moi, je peux me permettre de parler de Ronaldo. Oh là là Ça c'est dit. Merci. Ça c'est du LeBron James. Alors, parlons de la Juventus, mes amis. La Juventus qui est comme asphyxiée au moment d'aller attraper le Graal, d'atteindre le toit de l'Europe. La Juve a échoué en finale. C'est une habitude de chez nos amis italiens qui, sur 9 finales disputées, ils en ont perdu 7 dans 6 finales d'affilée. C'est terrible. Une claque sportive assombrie aussi par ces incidents à Rome et ce millier de blessés dans un mouvement de foule à Turin. On regarde le sujet, on en débat juste après. Et si le club merengue a remporté 12 de ses 15 apparitions en finale de la C1, la vieille dame, elle, n'a triomphé que 2 fois en 9 rendez-vous. Les Bianconeri pourraient écrire une légende digne de celle du Bayern Munich ou du FC Barcelone, 5 fois vainqueur. Mais ils rivalisent avec Nottingham Forest, le FC Porto ou le Benfica Lisbonne, couronné 2 fois. Qu'a-t-il manqué à cette Juventus 2017 pour briser le signe indien à Cardiff? Suivre les pas de ses aînés de 1996, les derniers à avoir vaincu le mal des montagnes. De chance, a répondu Massimiliano Allegri, évoquant une première période italienne magnifique, mais terminée à 1 partout grâce au réalisme de Cristiano Ronaldo. D'expérience aussi paradoxalement, malgré une moyenne d'âge supérieure à 30 ans au coup d'envoi et une deuxième finale en 3 ans. Il est vrai que certains n'ont pas pesé. Quant au Real, tout le monde a contribué. Paolo Dybala, le joyau argentin qui marche dans les traces de Lionel Messi, a ainsi été terne. Un peu comme son compatriote Higuaín, mis sous éteint noir par Ramos et compagnie. Dybala jouait sa première finale. Reste que si les Italiens ont échoué à nouveau, la génération Bonucci, Barzagli et Chiellini a réussi à remettre la Juve sur la carte européenne. Les maîtres défenseurs valident ainsi le projet du club d'exister par la C1 plutôt que par un championnat dont ils viennent de remporter sans trembler la 6e édition consécutive. La Juve qui progresse tous les ans, mais à ses altitudes de champion, ce sont les derniers mètres les plus difficiles. Allez les amis, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé en seconde période de cette finale de la Ligue des Champions et la manière avec laquelle, quand on parle de football italien, vraiment, on ne la fait pas aux Italiens, en tout cas pas comme ça. C'est-à-dire on peut les dépasser, on peut les battre par une différence technique au niveau du jeu. Mais là, l'impact physique et l'effondrement physique de la Juve en seconde période est assez étonnant. On a peut-être trop présenté cette Juve comme étant la quintessence du foot italien. Ils peuvent se consoler en disant qu'ils ont marqué sans doute le plus beau but des récentes finales, en tout cas de ma mémoire. Et là, ils ont pris 3 buts toute la saison en Ligue des Champions. Mais le Real n'a pas non plus 4 en une soirée. Mais le Real n'a pas non plus de... Je ne sais pas, ils ont choisi une défense haute.
Voilà. Avec le recul, peut-être que, je n'ai pas de prétention de donner des leçons à Allegri, mais quand on regarde Au les niveau équipes... de la défense, Mais quand on regarde les équipes qui ont le plus embêté le Real, en particulier dans des matchs élimination directe, tu vas trouver l'Atlético qui était très souvent en défense basse, beaucoup d'impact physique, mais tu payes un prix au niveau de l'engagement. Et est-ce que tu peux tenir 90 minutes comme ça? À la preuve que non. Je ne sais pas si c'est une explication, c'est peut-être une piste. Je pense qu'ils y réfléchissent et je pense qu'un jour, ils comprendront ce qui leur est arrivé, parce qu'en toute humilité, moi, cette deuxième mi-temps, cet effondrement, on a l'impression qu'ils sont battus, que la digue a cédé. Voilà. La digue a cédé et que l'eau leur est montée dessus avec un côté inexorable. Voilà. Et c'est comme ça que je l'ai vécu. Et à part le côté physique et la différence de talent, je n'ai pas d'explication. Moi, c'est différent. Moi, je pense qu'il y a deux équipes qui jouent sur le terrain. Bon, c'est de la palissade, mais il y a deux équipes qui jouent sur le terrain. Donc, Bravo. Franchement. Non, pas carton contraire. Il faut attendre. Mais là, en tout cas, Amine, aujourd'hui, tu justifies ta présence sur ce plateau. Merci, Jadal. Là, on sait qu'il y a deux équipes qui jouent avec un ballon. On explique rarement. Très souvent, on explique rarement la contre-performance d'une équipe par la performance de l'autre. Est-ce que ça va mieux là déjà? Oui, ça va beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, non plus. Si quand même. Ça remonte, mais c'est lent. Au contraire, c'est de la play. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui, l'équipe, pour moi, j'ai vu 3 temps dans ce match-là. 20 minutes pour la Juventus en première mi-temps. Ça s'est équilibré sur les 25 minutes après. Et ensuite, un naufrage en seconde mi-temps. Moi, je mets tout ça au crédit de la culture tactique de Madrid. Mais bien plus encore, pour moi, ma plus grande déception de ce match, et là je pense qu'on peut poser le débat, et toi qui étais gardien, tu me diras si tu es d'accord ou pas, pour moi c'est Buffon. Pourquoi? Buffon, très large, j'y viens. Qu'est-ce qu'il pouvait faire sur les buts? Alors, je pense qu'un garçon comme Buffon n'est pas un gardien moyen. C'est-à-dire que quand je dis Buffon n'a pas été à la hauteur sur ce match-là, sur cette finale, effectivement, il y a des tirs détournés, des choses relativement bien placées. Maintenant, sur l'ensemble, ce que j'attends moi d'un gardien comme Buffon, c'est des choses extraordinaires et pas des choses ordinaires. S'il doit sortir juste les ballons sortables, ce n'est plus Buffon. C'est les gardiens de la Botola. Ce qu'on attend d'un Buffon, c'est qu'il soit à la hauteur d'une finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire à la hauteur d'action qu'un gardien normal n'arrêterait pas. Pour moi, les seuls tirs cadrés, à part le tir de Pjanic, chaque frappe faisait but. Donc pour moi, Buffon a été l'un des éléments clés et prépondérants. Pjanic, à un moment, il arrête une frappe de Pjanic. Buffon. Non, Navas sur Pjanic. Voilà, non, ça n'aura pas. En tout cas, ce qu'on a là où tu as raison, c'est qu'il y a une petite défaillance des têtes d'affiche. Non seulement Buffon est passé un peu à côté de sa finale, et Dybala aussi. Non, mais même Dybala, on attendait autre chose. En tout cas, Higuaín, on l'attendait pas parce qu'on l'a jamais retrouvé dans une finale d'une compétition. Et Buffon, c'est vrai, c'est ce qu'on a appris en tout cas ce soir. Chaque frappe, ça faisait but. Chaque frappe, ça a fait but. Ouais. En tout cas, avant de poursuivre, et on va écouter d'ailleurs Didier Buffon qui évoque ce match et aussi Dani Alves qui parle de cette seconde période cauchemardesque pour la Juve. La vita va avanti. On est déçus, on a très bien joué en première période, on pensait que nous étions assez forts pour gagner le match. Je ne peux pas expliquer pourquoi nous avons joué comme ça en seconde période. Le Real Madrid mérite sa victoire en seconde période. Ils ont montré de la classe et ont eu l'attitude qu'il faut avoir pour jouer ce genre de match. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu un redoutable adversaire en face. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour les battre. À ce niveau, si vous vous relâchez juste un peu, vous le payez très cher. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a disputé 2 mi-temps différentes. La première où on a été bon, la seconde, ça a été un désastre. Voilà donc la déception de Dani Alves et de Didier Buffon. Les amis, avant de passer à autre chose, une question maintenant. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le Real Madrid de continuer à régner en maître sur le toit de l'Europe? Qu'est-ce qui peut améliorer ce Real Madrid? Avant de vous donner la parole, retour à Madrid et à Fred Hermel. Oui, on peut se poser la question, que faire maintenant après cette saison historique? C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de trop bousculer l'effectif du côté du Real Madrid, même si en même temps il faut préparer l'avenir. C'est le dilemme de Zidane et du président Florentino Pérez, puisque ce sont les deux qui décident dans ce club, les deux personnes qui ont le plus de pouvoir sur les choix politiques et notamment de recrutement du Real Madrid. D'un côté, vous avez Zinedine Zidane qui, lui, fait confiance à ses joueurs,
qui estime qu'on ne doit pas changer une équipe qui marche, qui fonctionne bien, on l'a vu. Déjà la saison dernière, la victoire en Ligue des Champions lui avait permis de conserver à peu près le même groupe. Là, il a beaucoup d'autorité puisqu'il a fait le doublé Liga et Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, vous avez Florentino Pérez, le président, qui se présente à la réélection au mois de juillet. Et dans une campagne électorale, il faut toujours annoncer de grands joueurs. Voilà, il faut trouver un point d'équilibre entre les deux. Le Real n'a pas dépensé d'argent depuis longtemps. Le Real a plein d'argent, il est plein aux as, comme on dit vulgairement. Et Florentino Pérez va vouloir faire quelque chose. Donc c'est vrai que l'arrivée de Théo Hernandez comme latéral gauche pour être la doublure de Marcelo est acquise, même si les petits problèmes personnels de Théo Hernandez pourraient peut-être à la dernière minute faire capoter l'affaire. La question du gardien est épineuse. L'entraîneur, les joueurs veulent garder Keylor Navas, qui a fait une fin de saison absolument extraordinaire, et le président, lui, veut faire venir David De Gea de Manchester United. Voilà, Morata va partir, voudrait partir. Rames, c'est sûr, il va partir. Voilà, je pense sincèrement que la victoire en Liga et en Ligue des Champions va limiter un peu la révolution au sein du vestiaire. Il n'y aura pas de révolution, il y aura quelques retouches. Peut-être l'arrivée d'Mbappé pour faire un gros coup, même si Mbappé, le Real, se dit prêt à attendre un an. Mais la victoire impose qu'il n'y ait pas trop de changements. Et donc, je pense que ça va être plutôt tranquille, en tout cas moins révolutionnaire que ce qui était prévu avant cette double triomphe du Real Madrid. Voilà, Fred Hermel, et c'est une promesse que je vous fais la dernière fois qu'on l'écoute, en tout cas sur ce sujet particulier. J'espère qu'il ne regarde pas l'émission chez lui, sinon ça ne lui fera pas plaisir. L'occasion pour nous aussi, si on ne parle pas de Fred Hermel, de Liga et du Real Madrid, de parler un petit peu des Lions de l'Atlas qui disputent samedi un match en éliminatoire de la CAN 2019 au Cameroun, et ça sera face au Cameroun. Il y a eu un match amical contre les Pays-Bas. Il reste quelques minutes, les amis. Le retour en scène des Lions de l'Atlas après la CAN, Reda. Oui, j'étais un petit peu déçu par cette semaine internationale. Bon, le match contre les Pays-Bas était pas très maîtrisé. En fait, c'est une équipe quand même qu'on a vu en Coupe d'Afrique se distinguer par sa grinta, sa volonté, son côté combatif, son acharnement dans le replacement, pardon. Peu de qualité technique quand même, mais énormément de cœur. Bon, dans un match amical comme ça, quand tu enlèves cette grinta parce qu'elle n'a pas vraiment de raison d'être, à part pour Belhanda, elle a été déplacée, eh ben, tu te retrouves avec une équipe qui n'a pas beaucoup d'arguments. Voilà, qui n'a pas beaucoup d'arguments, et ils se sont fait surclasser par les Hollandais de façon assez logique. J'espère que dans un match officiel, on va retrouver un peu ce côté combattant qui est quand même, jusqu'à preuve du contraire, ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais leur seul atout en fait. Voilà. Pour le moment, en tout cas, la même sélection néerlandaise qui a mis 5 buts quand même. Pas la même, à 4-5 jours après. Bon, à la Côte d'Oivoire, adversaire de cette équipe marocaine. Et puis tout ça sur fond de l'ombre de Ziyech qui commence à devenir pénible. Avant de parler de Ziyech, j'aimerais quand même nuancer. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est une très belle équipe hollandaise qu'on a rencontrée. Et le Maroc a fait une belle deuxième mi-temps. En tout cas, oui. Avant de poursuivre sur ce match, il y avait donc ce montage de la télévision néerlandaise que nous ramène notre ami Reda dans sa besace, mais en tout cas, le comportement inadmissible de Younes Belhanda durant cette rencontre, son agressivité pour un match amical quand même, Reda, et quand on voit ces interventions trop musclées pour une rencontre amicale, il a mérité pratiquement 3 cartons rouges face aux Néerlandais. Il y a un malaise de Younes Belhanda, on le voit même dans ses attitudes corporelles, son visage, on sent qu'il y a un problème. Je ne sais pas ce qui se passe, sincèrement, c'est un joueur qui est pétri de talent, c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, il a beaucoup de choses à montrer, et souvent avec l'équipe nationale, de temps en temps avec son club de Nice cette année, ou même avant de Montpellier, avant qu'il passe par Kiev, on voit trop souvent ce mauvais côté. Et sincèrement, je ne sais pas analyser ce qui se passe avec lui. On a l'impression qu'il y a énormément de frustration dans ses prestations avec les Lions de l'Atlas, on a l'impression qu'il ne trouve pas sa place et qu'il expulse cette frustration
frustration, par de l'agressivité déplacée. Bon, ce qu'il fait là, ça se fait pas en match amical, tout simplement. Il faut essayer de comprendre pourquoi et récupérer ce joueur, ou peut-être ne pas le récupérer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas et on n'arrive pas à régler le problème. Ça fait quand même 5-6 ans que ça dure. En tout cas, moi j'ai une explication à peut-être cette agressivité, c'est que les Hollandais n'avaient pas à nous imposer ce match. À 5h30. Et surtout, à quelques minutes de la rupture du jeûne. Il y a eu aussi, Amine, cette polémique autour, encore, de Hakim Ziyech et le coup de sang quand même d'Hervé Renard, parce que le public du stade d'Agadir scandait Ziyech, et Hervé Renard, qui n'a pas du tout apprécié tout ça, qui a même dit un jour, moi je vais partir et Ziyech va revenir, et comme ça, vous allez être tous très contents. Ouais, j'ai vu la déclaration. Moi, sur ce coup-là, ma religion est faite depuis la CAN. On a pour moi aujourd'hui où un joueur, quel qu'il soit, se met à la disposition du groupe, ou c'est pas la peine qu'il vienne, qu'il se déplace. Très honnêtement. Au-delà de Ziyech. Ouais, non, mais après, parce que tout ça a catalysé le reste. Ouais. Donc moi aujourd'hui, je comprends très bien qu'un Renard aujourd'hui monte au créneau par rapport à ça. Mais monte au créneau, Amine, mais pourquoi? Pour dire au public ne pas. Mais le public, il est libre de dire ce qu'il veut. Bien sûr que le public il est libre de dire ce qu'il veut. D'ailleurs, aujourd'hui, mais Renard aussi, il est libre de dire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux comprendre. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, je cautionne ce qu'a dit Renard, même ses déclarations. Mais pendant des années, le public scandait Zaki à tous les entraîneurs qui se sont succédés sur Après, Renard peut estimer que par rapport à son groupe aujourd'hui présent, c'est malvenu parce qu'aujourd'hui, on prend le cas contraire. Si le Maroc menait 3-0 contre la Hollande à la mi-temps, je pense que c'est justement, c'est quoi? Mais aujourd'hui, laissez penser. Mais c'est ça que je trouve incroyable. Mais il faut faire fi de tout ça, Amine. On va pas réagir. On va pas réagir à des déclarations. C'est ça. Je mélange deux choses. Excuse-moi. Déjà, il faut que jusqu'au bout pour que je puisse mélanger des choses. Non, c'est très long. Non, c'est pas très long. Tu n'as même pas écouté ce que je veux dire. Si. Non. Vas-y, Amine. On va recommencer toutes les semaines. Allez, Amine. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, laissez penser qu'un seul JS va faire le prêt dans cette équipe nationale. Ben c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, sur ce match, on est mené 2-1. Mais franchement, Amine, pour moi, c'est pas ça le sujet. JS refuse. Mais JS refuse de venir en équipe nationale. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Non, que le sujet. Aujourd'hui, demander le retour d'un joueur qui, lui, ne veut pas venir. Mais qui demande ça? Un public, quelqu'un dans la rue. Si quelqu'un croise Hervé Renard au supermarché et il lui parle de Ziyech et qu'après Hervé Renard tienne une position officielle, si vous commencez à me casser la tête avec Ziyech, je vais partir. Et là, c'est une position. Excuse-moi, je vais dire trois points, ça va aller très vite. Vite, rapidement. Premièrement, le public, il a tous les droits, y compris d'être complètement injuste. Voilà. Donc il démonte qui il veut, y compris des joueurs qui ont tourné le dos à l'équipe nationale parce qu'il a été élevé comme ça. Parce qu'on a rappelé le Maroc, des joueurs qui ont tourné le dos à l'équipe nationale depuis très longtemps. Donc il ne faut pas s'étonner qu'en cas de défaite, comme ça, tous les publics du monde sont parfois un peu injustes. Voilà. Donc on reconnaît que c'est injuste. Maintenant, la réaction d'un entraîneur qui est quand même payé pour supporter la pression, quand je vois celle qu'on a fait supporter à des gens comme Louzani, Blinda, Larmo et d'autres, il devrait être un peu plus calme vis-à-vis de ce qui est normalement, j'ai envie de dire, les excès normaux d'un public de foot dans le monde. Voilà. Excuse-moi, là je finis, s'il te plaît. C'est très long aussi, comme tu dis. C'est beaucoup trop long, mais c'est beaucoup différent. D'autant qu'il reste 3 minutes. On ne va pas les passer dans ce débat. Il n'a pas à réagir. On a quand même un précédent, c'est une nouvelle chose aussi. Guéret s'est frité avec la presse. Renard n'a pas à avoir ce ton revanchard. Calmons-nous. Que le public demande qui il veut en cas de défaite, ça arrive dans tous les pays du monde. Prenons ça avec un petit peu plus de retenue, de respect. Et rappelons-nous de l'historique qui fait que si les gens demandent Ziyech, c'est parce que sans arrêt, dans ce pays, on a rappelé des gens qui ont été irrespectueux avec l'équipe nationale, comme l'a été Ziyech. C'est une erreur, mais il faut savoir la gérer autrement que de rentrer dans la confrontation vis-à-vis des gens pour lesquels on joue. Oui, mais tout ça, il faut le reprendre dans un contexte. Aujourd'hui, quand on a un président de fédération aussi qui dit, malgré ce que dit Renard, président de fédé qui dit, on va arranger, Ziyech va revenir. Renard qui dit non, il ne reviendra pas. Mais tout ça participe d'une grande pièce théâtrale. Oui. Et c'est là où je peux comprendre qu'à un certain moment, Renard soit excédé. Moi, aujourd'hui, je suis fatigué, très sérieusement fatigué. Je comprendrai, Amine, mais franchement, là, je suis d'accord avec toi. Je comprendrai, les amis, je comprendrai que Renard soit excédé par peut-être la déclaration du patron, de son patron, que par le public. Mais ils sont 12.
Mais Ils sont 12. Ils sont 12 devant, les stades sont vides. Tout le monde s'en fout. Mais bien sûr. Attends, mais rappelons-nous, tu as connu les années 80-90. Vous pensez aussi que tous les gens sont des machines qui sont faits pour réfléchir à un moment T au sortir d'un match T. Alors c'est des gens. J'ai tendance à pardonner plus au public une analyse foireuse qu'un sélectionneur. Voilà. Non, c'est pas. Ça, c'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, le sélectionneur. Pourquoi il est payé? Il est payé. Pour supporter la pression. Non, pour supporter la pression. Pas seulement, pour supporter la pression. Très cher payé pour faire des choix. Après, quand il est déjugé dans ses choix par son supérieur direct, ça peut énerver. Et quand il est déjugé par ses choix par un public qui est censé supporter une équipe, il s'en est pas pris au supérieur direct. Il s'en est pris au public. Il s'en est pris à personne sur ce coup-là. Les joueurs Dirar et Belhanda s'en sont pris au public. Dirar, oui, a insulté le public. Mais Renard n'a insulté personne, je suis désolé. À un certain moment, il peut dire, moi j'en ai marre, il y a une équipe qui est là, elle veut plus de respect pour ceux qui sont venus. Et qui ont sacrifié leurs vacances. Et qui ont sacrifié la maladresse du propos. Et qui ont sacrifié leurs vacances. Mais tout ça participe du fait qu'on a. Mais comment on peut sacrifier ses vacances alors qu'on a un match très important en éliminatoire de la Coupe d'Afrique? C'est la dialectique de Renard, c'est la dialectique de la fédération, c'est la dialectique de l'équipe nationale qui a l'impression qu'ils nous font des faveurs. Et c'est ce qui participe de cette. Toute la page n'a pas été tournée malgré le quart de finale. Tout le monde fait des faveurs du coup, parce que même Renard il nous fait des faveurs dans cette équipe du Maroc. C'est le message qu'on reçoit. Je suis désolé, c'est le message qu'on reçoit. C'est le message qui participe à cette espèce de malaise qui n'a pas été effacé entièrement par ce quart de finale et ce parcours que je considère positif à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est là le malaise, il faut s'y intéresser, il faut se penser là-dessus. Et le fait de se friter avec la presse en disant ne me posez plus de questions sur Ziyech n'est pas non plus quelque chose qui participe à baisser la tension, qui s'alimente tout seul. Poser des questions sur Ziyech, aujourd'hui va faire avancer le débat. Le mec, il est appelé, il est convoqué officiellement, il ne veut pas venir. Et il dit, tant que cet entraîneur est là, je ne viendrai pas. En quoi est-ce que ça fait avancer le débat? Même la presse, je suis désolé de le dire, n'a pas aujourd'hui à revenir sur un cas qui devrait être clos. Et c'est ça qui est énervant, ça qui est pénible. Parce que les cas clos ont été réouverts pendant des années. Une problématique qui n'aurait jamais été posée, le public cultive une problématique qui n'aurait jamais dû être posée, le président de la fédération cultive une problématique qui n'aurait jamais été posée. Et donc aujourd'hui, tout ça participe à une mascarade qui ne devrait pas avoir lieu. Oui. Une promesse, les amis. Une promesse, Reda, c'est fini. C'est fini. Une promesse, c'est que mardi prochain, on va revenir sur ce chaud sujet de l'équipe du Maroc. Mais tout ça, ça sera bien entendu après un magnifique ftor, comme ça a été le cas ce soir et mardi dernier. Ce que je retiens de cette émission également, c'est que le foot, ça se joue à deux équipes également, et que Gigi Buffon n'est pas un gardien moyen. Merci beaucoup, Amine. Merci Reda. On va se retrouver également mardi prochain avec toute l'équipe, avec Driss Tba à la réalisation, notre ami Abdullah Al-Ja'fari. Mardi prochain, donc, pour un ftor. Et accessoirement, ça va être ça quand même, la chute de l'émission à chaque fois, accessoirement une émission consacrée cette fois à l'équipe du Maroc. Ciao les amis.